Autonomie alimentaire, culture biologique, terre en friche, relève agricole, pénurie de main-d'œuvre, autant de défis qu'on a à relever maintenant, mais aussi dans le futur. Et on va regarder aussi ce qui est fait présentement à ce sujet dans notre région, pour ainsi permettre la pérennité d'une industrie fort importante ici au Québec, l'industrie agricole. Bienvenue à Défis agricoles. Dans la région métropolitaine de Québec, pour assurer une relève agricole, le Forum des élus de la capitale nationale ont élaboré une stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires. De cette stratégie est né le camp d'entraînement agricole de la capitale nationale. La gestion du camp est confiée à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval depuis 2018. D'abord, c'est né de l'initiative au niveau de la relève. Il y avait, comme je mentionnais tout à l'heure, une problématique au niveau de la relève, du démarrage des entreprises. Donc, l'origine du projet est vraiment de développement Côte-de-Beaupré au niveau de la côte, puis de l'entente sectorielle sur les activités agricoles et agroalimentaires, Capitale nationale, Ville de Lévis. Donc, c'est les partenaires au niveau du projet qui ont lancé le projet pour favoriser la relève, développer un incubateur agricole pour accompagner les jeunes dans leurs premières étapes là, de démarrage, qu'on soit un petit peu la bougie d'allumage pour leur projet d'entreprise. Idéalement, on souhaite, au niveau de l'appel de candidature, avoir des gens qui ont un peu, qui ont eu une formation, soit professionnelle ou diplôme d'études collégiales ou baccalauréat en agronomie ou en cours dans ces domaines-là. Mais au fil des dernières années, on avait des profils, des entrepreneurs là, qui n'avaient pas nécessairement ce background-là, puis qui ont quand même bien réussi, justement avec leur passion pour l'agriculture, puis leur profil aussi entrepreneur, parce que ça prend quand même un profil entrepreneur là, pour bien réussir. Donc, c'est pas... c'est préférable, mais on n'en a pas eu dans tous les cas, là, puis il y en a qui ont bien performé, là, puis sont encore en activité aujourd'hui, là, avec notamment la production d'ail ou d'autres légumes. Justement, parlant de production, ça ressemble à quoi les projets qui sont nés en fait de l'initiative du camp? Est-ce qu'il y a des projets complètement éclatés ou est-ce qu'on reste d'abord dans le bio? Comment ça ressemble à quoi un peu le profil? Bien, il y en a qui souhaitent développer, se faire certifier dans les prochaines années au niveau du biologique. Par contre, c'est un processus qui prend un certain temps. Mais il y en a qui sont vraiment au niveau maraîcher, donc les paniers, la formule plus standard, le panier diversifié. Il y en a qui ont une formule plus vente à leur kiosque, vente à la ferme directement. Puis il y en a qui ont aussi la production de semences. Donc cette année, on a un au niveau de la production de semences, puis fleurs et fines herbes comestibles. Donc il y a quand même des variantes au fil des années. On voit qu'il peut y avoir un intérêt là, envers différents produits qui peuvent être produits localement dans d'autres niches là, que simplement l'agriculture de la production de légumes. C'est ça. Et toi, en tant qu'agronome, est-ce qu'il y a des projets qui te sont arrivés sur la table que tu as trouvé audacieux, mais que tu as dit pourquoi pas les essayer? Bien, c'est sûr que au niveau de la production de fines herbes comestibles, fleurs et fines herbes comestibles, c'est quand même audacieux. Production de semences, il y a quelques entreprises au Québec qui sont lancées là-dedans. Mais ça peut être intéressant. Ça peut être des marchés de niche, des marchés qui peuvent être intéressants. C'est à voir au niveau des prochaines années la rentabilité. Mais il y en a qui réussissent au Québec à produire des semences. Puis des fleurs et fines herbes comestibles, il y en a qui ont commencé, notamment au niveau des fines herbes. Puis les connaissances, les marchés sont à développer. Donc si ça peut être intéressant, là, bien, pourquoi pas. Le camp d'entraînement agricole a pu compter sur l'appui du Forum des élus de la capitale nationale et de développement Côte-de-Beaupré. Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré, et Michel Abdelnour, conseillère en développement culturel et rural pour Développement Côte-de-Beaupré, nous parlent de leur implication dans le projet.
Développement Côte-de-Beaupré, en fait, c'est la nouvelle version des centres locaux de développement, les CLD à l'époque, qui ont été dissous pour la plupart dans les régions du Québec, mais qui est resté sur la Côte-de-Beaupré, qui est devenu Développement Côte-de-Beaupré. Alors, on est une organisation de développement économique qui soutient l'entreprise et les entrepreneurs de la phase d'idéation jusqu'au transfert de l'entreprise. On est là à toutes les étapes. On est une belle équipe, dynamique et sympathique de professionnels qui accompagnent les gens dans leurs projets, peu importe leurs besoins. On a un spécialiste au tourisme, on a quelqu'un qui est à la culture et à l'agroalimentaire, qui est moi. On a des gens au financement, tout ça. On est tous ensemble, là, puis on travaille d'arrache-pied pour soutenir nos entrepreneurs sur la Côte-de-Beaupré. Donc, un entrepreneur qui a une idée complètement folle, mais qui fait du sens, pourrait très bien être accompagné par vous. Tout à fait. On n'a même pas besoin d'avoir du sens nécessairement. On les prend toutes, les idées, on les accompagne, on les aide à trouver le cheminement qui leur convient, puis de façon à ce que ça devienne un projet qui fonctionne puis qui s'insère bien là, dans notre économie de la Côte-de-Beaupré. Donc, est-ce que je comprends que ce n'est pas nécessairement seulement une aide financière, mais aussi un accompagnement de votre part? Voilà, c'est surtout de l'accompagnement. De l'aide financière, on est le contact vers plein d'autres ressources pour en trouver. Parfois, on offre certains soutiens, là, mais en général, c'est beaucoup de l'accompagnement qu'on offre, mais un accompagnement qui vaut la peine. Là, on le voit sur le terrain qu'on aide vraiment, là, puis qu'on réussit à aider les entrepreneurs à trouver des ressources puis à amener leurs projets à terme. Est-ce que la demande est grandissante dans les dernières années pour le développement Côte-de-Beaupré? Comment ça se passe? Oui, depuis la pandémie, là, on a vu qu'il y avait une effervescence au niveau là, de l'achat local, de l'autonomie alimentaire, tout ça. Puis on l'a vu là, définitivement qu'il y avait un engouement là, pour le travail agricole. Puis c'est une bonne nouvelle, là. C'est quelque chose de bien, surtout sur notre belle Côte-de-Beaupré, où on a des terres fertiles, on a des terres qui sont disponibles. Alors, c'est vraiment une belle nouvelle pour nous, là, chez Développement Côte-de-Beaupré, que le milieu se dynamise sur ce plan-là. Et quand on parle du camp d'entraînement agricole de la capitale nationale, vous avez embarqué à pieds joints dans le projet. Comment c'est venu cette collaboration-là avec Développement Côte-de-Beaupré? Bien, en fait, je comprends que c'est une idée qui a été initiée chez nous, chez Développement Côte-de-Beaupré, il y a quelques années. Justement, dans l'idée de stimuler la relève agricole, tout ça, puis utiliser nos terres qui étaient sous-utilisées. Bien sûr, ça a été une belle nouvelle que l'entente sectorielle participe à ce projet-là, dont l'Université Laval aussi, puis beaucoup d'autres partenaires. Ça a été une superbe occasion là, de partager ce projet-là avec l'ensemble de la grande région de Québec. Alors, on est bien heureux d'avoir des campeurs qui sont de Portneuf, de l'île d'Orléans. On en a de Lévis. Alors, c'est pas juste la Côte-de-Beaupré, là, c'est un projet qu'on partage avec l'ensemble de la région de Québec. On sait que l'agriculture, au fil des années, a changé beaucoup. Hein? Je veux dire, tantôt, je réfléchissais, puis je me disais, à l'Ange Gardien, une terre, une famille, c'était ça. Hein? C'était une terre, une famille, puis tout le monde vivait de ça, puis ils faisaient vivre les autres aussi. Donc, ça a changé beaucoup. L'agriculture est appelée à évoluer. Le temps de pandémie nous le fait reconnaître. Et donc, nous, ce qu'il faut, c'est donner un coup de main à des jeunes qui veulent s'investir. On a l'espace disponible, on a des terres de qualité extraordinaire qu'on préserve. Donc, c'est ça l'idée, de les aider et de venir porter un peu leur contribution justement à l'environnement de l'agriculture qui a déjà été très dynamique sur la Côte-de-Beaupré. On espère un retour aussi. Donc, on souhaite revitaliser un peu le milieu agroalimentaire dans la région pour peut-être redonner, j'imagine, à la communauté locale, mais je pense que vous avez des ambitions un peu plus grandes que ça. Oui, c'est toute la région. Dans le fond, on est chanceux parce qu'on a une sensibilité à ça. Les gens travaillent en collaboration. On parlait des partenaires tout à l'heure. Donc, c'est très bien. Puis aussi, bien, on parlait tout à l'heure, le premier ministre parlait de l'autonomie alimentaire. Donc, avec toutes les technologies qu'on a, justement, on peut faire un bon pas sans être autonome à 100 %, mais je veux dire, plus que l'agriculture est près de chez nous, plus qu'on en consomme, plus qu'on fait notre part pour l'environnement et pour la population au complet.
Et comment on en est arrivé à ficeler ce projet-là avec tous ces partenaires-là? Est-ce que le projet, c'est sûr que c'est sur la côte de Beaupré, mais je pense que ça va plus loin que ça aussi, là. Oui, ça va plus loin que ça. C'est toute la grande région de Québec, on va dire la capitale nationale, Lévis aussi qui est avec nous. Donc, c'est pas dur à mettre en place quand tout le monde est convaincu et convaincant d'une mission comme ça. C'est notre but, hein, quand on est des élus, c'est de mettre ça en place, donner les outils et le moyen financier aussi pour les réaliser. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, quand tout le monde pousse dans le même sens, c'est facile, puis c'est agréable aussi d'avoir les résultats. Donc, le camp est né en 2019. J'ai cru entendre en fait qu'on allait poursuivre l'entente justement pour continuer ce projet-là? Oui, absolument. On l'a renouvelé pour 3 ans. Donc, on espère qu'elle va être là pour durer aussi. Donc, c'est agréable de voir que ça fonctionne, que ça marche et justement qu'il va y avoir des débouchés et poursuivre là-dedans. Est-ce que vous avez des rêves par rapport à ce projet-là? Est-ce que vous avez des idées de grandeur? Bon, des idées de grandeur, on en a toujours. On veut toujours, dans le fond, c'est comme le lien qu'on sème une graine, puis on espère que ça va produire à l'autre bout. Donc, c'est ça notre ambition. Puis, si toutes les terres sont utilisées à bon escient, bien, ça va être parfait pour toute la région. Donc, c'est ça. Donc, notre devoir, c'est d'aider, de mettre la main à la pâte, justement, pour aider tout le monde et poursuivre dans la bonne direction. La relève agricole, c'est quand même un défi de transférer, que ce soit une entreprise familiale, c'est-à-dire la relève qui est apparentée dans la même famille. Par contre, bien, la relève qui est non apparentée, bien, il y a un défi aussi qui est des fois plus grand parce que la personne a moins d'expérience, moins de vécu sur une entreprise déjà existante. Mais dans les deux cas, il y a des enjeux. Dans les transferts familiales, bien, il y a des enjeux des fois de personnalité, de transfert des parts, etc. au fil des années. Donc, c'est un enjeu qui est quand même important, mais il y a des conseillers qui existent, des conseillères au niveau des réseaux agriconseils qui sont là pour accompagner ces entreprises-là, que ce soit au niveau de la relève apparentée ou non apparentée. C'est sûr qu'au niveau du nombre de fermes, nombre d'entreprises agricoles au Québec, il y avait là, plusieurs dizaines d'années au-dessus de 100 000 fermes au Québec. Maintenant, on est en bas de 30 000, fait qu'il y a eu quand même une baisse considérable du nombre d'entreprises agricoles au Québec. Puis chaque année, bien, il y a une baisse qui se poursuit du nombre d'entreprises. Donc, c'est de favoriser, si on peut, par des différents projets, différents accompagnements, favoriser la relève, le transfert de ferme, la relève agricole, pour, dans le fond, maximiser la production locale. C'est quoi les défis d'une relève agricole? Bien, je pense qu'il y a la formation, d'abord. Moi, ça fait quand même, la relève, là, ça fait quand même 5 ans, là, je me suis formé dans une entreprise maraîchère, j'ai fait du woofing, puis après ça, il y avait l'accès aux terres. Moi, je fais un type d'agriculture, quand je dis de proximité, c'est presque urbaine, là, en fait, là, où je pratique, où est mon site principal. Là, je suis en zone résidentielle, mais j'ai suffisamment grand de terrain là, pour faire l'équivalent peut-être d'une 40aine de paniers, là, avec des techniques là, optimales, qu'on pourrait dire. Ouais. Nous, ça fait déjà quelques années qu'on a initié le processus de transfert qui s'est terminé, grosso modo, aux alentours de 2012-2013. Et dans le fond, toute la famille, les 4 frères et sœurs ont participé à ce processus-là pour finalement terminer avec uniquement moi comme relève familiale. Puis donc, je suis encore actionnaire avec mes parents. Puis ça se passe très bien. On est complémentaires au niveau de nos capacités et nos connaissances. Fait que ça se passe très, très bien. Une manière de soutenir la relève est de mettre en production des terres agricoles inexploitées. Au niveau du Québec, il y a plus de 100 000 hectares de terres en friche qui avaient été caractérisés autour des années, dans un rapport d'Agriculture Canada autour des années de 2008. Par contre, au niveau de la région de Capitale-Nationale, ville de Lévis, il y a une caractérisation aussi au cours des dernières années qui est répertoriée à environ 4 000 hectares, les terres en friche. C'est sûr que parmi ces 4 000 hectares-là, ce n'est pas toutes des superficies qui sont facilement, pour la remise en culture, que c'est rapide à remettre en culture. Il y en a qui ont des plus gros arbres, il y en a qui ont des roches, des problématiques de drainage,
d'égouttement de l'eau. Donc, il y a une variante à ce niveau-là, mais il y aurait un potentiel de remettre un certain pourcentage de ces superficies-là en culture, de ces 4000 hectares-là, Capitale-Nationale et Ville de Lévis, en culture. Et si on parle de l'autonomie alimentaire dans la Capitale-Nationale, comment ça se passe? Est-ce qu'on a des bonnes statistiques? Bien, il y a une étude du professeur à l'Université Laval, Patrick Mondler, qui a évalué environ 37 l'autonomie alimentaire au niveau Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, par rapport à nos besoins, à notre consommation alimentaire. Donc, c'est-à-dire que si on a une consommation alimentaire qui est de 100 le 37 vient comme de la région, puis le reste est importé de l'extérieur de la région ou encore en provenance de d'autres pays, tout simplement. Puis ça, ce pourcentage-là, bien évidemment, qui varie selon la saison agricole. En hiver, évidemment, on importe plus d'aliments, étant donné ici qu'on a l'hiver, on a moins de production, évidemment, là, en serre. Là. Donc, c'est un petit peu ça au niveau du portrait, là, avec 37 L'année dernière, c'est sûr, avec la pandémie, les gens se sont retournés beaucoup vers l'alimentation locale, l'agriculture locale, a été vraiment renforcée. L'agriculture a été à l'avant-plan au Québec, même au niveau des programmes gouvernementaux. Il y a une mise en avant là, de la production pour l'alimentation locale. Donc, je pense qu'il y a un intérêt grandissant des consommateurs vraiment à s'alimenter localement là, au Québec pour qu'on soit plus autonome, qu'on soit plus résilient aussi dans des cas de crise comme ça ou dans d'autres événements là, qui peuvent survenir, d'avoir une meilleure autonomie, une meilleure flexibilité aussi en ayant des produits qui viennent de moins loin, qui parcourent moins de kilomètres. La formation s'adresse à la relève, de ce que je comprends. Comment ça fonctionne? Explique-moi un peu le processus de la formation du camp d'entraînement agricole. Bien, il y a un appel de candidature, un processus de recrutement. Les gens déposent leur candidature, un peu un genre de modèle d'affaires avec un descriptif de leur projet. Puis ils sont sélectionnés par la suite. Il y a 10 entrepreneurs qui sont sélectionnés. Il y en a eu 10, il y en a 10 présentement en 2021. Puis au niveau du projet, bien, il y en a 5 qui sont ici sur la côte de Beaupré, vraiment au site principal du camp à l'Ange-Gardien. Puis il y en a 5 qui sont ailleurs sur le territoire Capitale-Nationale, Ville de Lévis, donc des sites satellites, si on veut, qui sont plus directement au site où ils vont se développer, où ils vont grandir, où ils vont investir au fil des années. Puis ceux qui sont à l'Ange-Gardien bien, sont en démarrage. Puis bien, ils veulent voir la production agricole, expérimenter, voir leur modèle d'affaires. Donc, sont plus à l'expérimentation, puis à voir aussi s'ils aiment le domaine, apprendre les rudiments aussi de l'agriculture, puis des équipements aussi, des installations. Donc, c'est un petit peu les deux styles de formule. Au niveau de la formule du camp, bien, on a la formation qui a eu lieu à l'hiver, formation en ligne à distance. Puis par la suite, on les accompagne au niveau agronomique et entrepreneurial pour vraiment leur développement d'entreprise, puis les aspects d'agriculture, de régie au champ. Pour l'implantation, le suivi, la récolte des cultures, la mise en marché, donc au niveau des différents aspects. Donc c'est sur 1 an, donc la formation commence en janvier, puis on les accompagne jusqu'en décembre. Les autres années, il y a eu certains candidates qu'on a repris là, dans la cohorte d'après pour les accompagner une deuxième année, là, dépendamment des candidatures qu'on reçoit et des profils, pour avoir un meilleur démarrage de leur côté. Prenons le temps de vous présenter les jeunes entrepreneurs qui ont travaillé sur le site principal du camp d'entraînement agricole à l'Ange-Gardien, plus précisément sur le domaine des sans-arpents du propriétaire Guillaume Martel. Bonjour, je m'appelle Émilie Stropolo, je suis l'entrepreneur derrière le projet de Fermili. En fait, ici à l'Ange-Gardien, je vais cultiver plus de 34 sortes de légumes différents qui ont des variétés qui sortent vraiment de l'ordinaire, qu'on ne retrouve peu ou pas à l'épicerie. Donc c'est ça, je vais cultiver tout ça ici et dans mon tunnel chenille qui est juste à l'arrière. Bonjour, je m'appelle Marc-André Demers, je suis producteur maraîcher, propriétaire de la ferme des Jeunes Pousses. Cet été, je fais le camp d'entraînement agricole de la Capitale-Nationale. Je vais cultiver sur le site de l'Ange-Gardien essentiellement des légumes qui demandent peu d'entretien, maïs, carottes, betteraves, chicorées, chicons. Mais je cultive également là, à mon site principal là, à Saint-Casimir une multitude de légumes. En fait, je les fais presque tous cette année, à tout le moins à titre d'expérimentation. Bonjour, je m'appelle Samuel Rompré, je suis producteur maraîcher et je suis propriétaire de la ferme de la Petite Mésange. Cette année, grâce au camp agricole, je vais pouvoir cultiver sur la terre juste derrière moi. Puis je cultive une vingtaine de types de légumes en plusieurs variétés.
que j'écoulerai en une quinzaine de paniers de famille hebdomadaires et en kiosque à la ferme. Je m'appelle Christian Lajoie, je suis Rasta Nature, je suis semencier. C'est le nom de mon entreprise aussi. Je mixe le nom de Rasta et le nom d'entreprise. Donc, je suis ici à l'Ange Gardien, sur le site du camp agricole. J'ai gagné un concours, puis on a pris un cours qu'on a pris en 2021, très intéressant, qui m'a appris non seulement à cultiver, mais à faire de la business aussi. Bonjour, je m'appelle Florence Bourg, je suis propriétaire fondatrice des Jardins des Flaveurs, créés en 2020 en pleine pandémie. C'est des jardins de petites fleurs délicates. En fait, ce sont des fleurs comestibles et des fines herbes destinées aux chefs de restaurants gastronomiques et traiteurs. Et elles sont cultivées de façon naturelle, donc sans aucun intrant chimique, de façon artisanale, en respectant les principes de la permaculture. Alors voici notre logo, donc des fleurs comestibles. Et les cultures se situent ici dans le magnifique domaine de la ferme des Saint-Arpents, prêté en fait dans le cadre du camp agricole de la capitale nationale avec l'Université Laval, à l'Ange Gardien sur la côte de Beaupré, un lieu que j'affectionne beaucoup et où je vis depuis 30 ans. En fait, je viens de l'Abitibi et je suis venue étudier à Québec pour faire un DEC en gestion de commerce. Par la suite, je me suis vraiment intéressée au milieu de l'agriculture et c'est là que j'ai décidé de démarrer mon projet. J'espère aussi aller au bac en agronomie à l'automne. Et c'est là que j'espère améliorer mes connaissances dans le domaine et vraiment approfondir ça pour les années futures. J'ai toujours aimé le jardinage. Ma mère elle avait un très grand jardin chez moi. J'adorais ça, travailler dedans. J'avais pas de prédestination à aller vers l'agriculture, mais je me suis rendu compte avec mon DEC en administration que j'étais pas fait pour travailler dans un bureau, que c'est vraiment pas ça qui me passionnait, mais j'aime le côté entrepreneurial, donc de jumeler le fait que j'aime travailler dehors avec l'entrepreneuriat, c'était pour moi un monde idéal. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. L'agriculture, c'était pas un choix académique, là. Moi, c'est venu par la passion, là. Puis je crois que c'est en raison d'une soif d'apprendre, qui dans l'agriculture, on dirait que c'est plus grand que parfois que même la philosophie, là. Il y a tellement d'écoles de pensée, de techniques, il y a la science qui s'intègre dans tout ça. Fait que c'est vraiment une soif d'apprendre puis de mettre en application là, différents savoirs. Mon objectif, c'est vraiment de trouver l'équilibre dans tout ça, là. Je suis reconnu comme faire de l'agriculture à temps partiel, même si c'est à temps plein ou saisonnier, puis j'ai un autre emploi, fait que c'est vraiment un équilibre entre mon côté d'entrepreneur, mon côté d'implication sociale aussi à travers l'UPA ou d'autres organismes, puis avec la famille, naturellement. Ouais. Ce qui m'inquiétait plus en démarrant mon entreprise, c'était la gestion de l'entreprise. Je connaissais absolument rien là-dedans. J'avais étudié en production alimentaire ou en production horticole. Puis c'était une des raisons pourquoi je me suis inscrit au camp agricole. Fait que c'est ça. Sinon, c'était un peu stressant, surtout la gestion. Ouais, j'ai effectué plusieurs stages lors de mes études, puis j'ai été conseillé par d'autres producteurs qui m'ont dit de commencer par la base. Fait que j'ai pris des légumes relativement faciles à cultiver, qui ne sortent pas de l'ordinaire, des trucs qu'on retrouve à l'épicerie. C'est correct, on adore les légumes. Il n'y a pas de légumes ordinaires. Est-ce que c'était un défi pour toi, justement, de partir ce projet-là ou t'es né dans l'agriculture, l'agroalimentaire? Non, mes parents ne sont pas du tout là-dedans, mais en fait, ce qui m'inquiétait plus en démarrant mon entreprise, c'était la gestion de l'entreprise. Je connaissais absolument rien là-dedans. J'avais étudié en production alimentaire ou en production horticole. Puis c'était une des raisons pourquoi je me suis inscrit au camp agricole. Fait que c'est ça. Sinon, c'était un peu stressant, surtout la gestion. Ça a commencé, j'étais tout jeune, j'avais 19 ans. J'ai pris une graine de citron puis je l'ai plantée dans une plante à ma mère. Puis ça a poussé. Puis là, quand je l'ai vu, ça a été le gros flash, ces plantes.
Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours été passionné de plantes. Puis il y a 20 ans, je n'ai jamais pensé en faire un métier. J'avais toujours des plantes ornementales et puis j'avais toujours beaucoup de plaisir à avoir des plantes. Mais je ne me voyais pas à 20-25 ans annoncer à mes parents, moi je veux être cultivateur, je veux faire de l'argent avec ça. Les temps ont changé, maintenant on est 15-20 ans plus tard. Puis j'ai toujours eu la passion des plantes. Et j'ai été dans le même métier toute ma vie, dans le vélo. Puis j'ai eu une grosse mise à pied pour la première fois de ma vie. Puis ça a été très dur. J'avais jamais perdu d'emploi, puis tout ça. Et puis j'ai eu de l'orientation avec le chômage. Puis je me suis assis là, puis j'ai dit à madame en face, moi je veux faire pousser du cannabis légal. Puis la madame est tombée en bas de sa chaise. Puis la semaine d'après, elle est revenue. Puis elle m'a dit que si c'était ma passion, il fallait que je la vive, puis il fallait que je le fasse. Fait qu'ensemble, on a décidé que je retournerais à l'université, puis que je prenais le cours de certificat, le certificat en horticulture. Et puis depuis, bien, le cannabis est tombé. Présentement, il n'y a pas, même si c'est légal, faire de l'argent avec ça, c'est assez compliqué. Fait que j'ai mis ça de côté peut-être pour 10 ans. Puis je me concentre sur d'autres plantes parce que j'aime vraiment toutes les plantes. C'est ça, j'ai une passion particulière. Je me suis concentrée sur une dizaine de variétés afin de pouvoir maîtriser davantage la culture et puis leurs bienfaits, en fait. Et puis, la façon dont un cuisinier va les apprêter, c'est qu'il va enlever les pétales comme ça, tout simplement, puis les mettre dans l'assiette. Mon intérêt envers l'agriculture est né de la lecture de ce livre, le grand livre des fleurs comestibles. Il y a déjà une vingtaine d'années, et puis ça m'était toujours resté en tête. J'aimerais vraiment cultiver des fleurs comestibles. Sinon, moi, je suis vraiment une jardinière amatrice depuis toujours. J'ai toujours adoré jardiner avec ma mère, ma grand-mère. Donc, j'ai appris beaucoup d'elles. Et puis, en fait, la délicatesse des fleurs, leur beauté, ça vient vraiment me toucher. La semaine prochaine, vous verrez que nos entrepreneurs ont encore accès aux bons conseils de Xavier, mais également de son collègue Pierre-Luc. Et nous verrons aussi des entrepreneurs qui sont dans certains sites satellites à l'extérieur de l'Ange Gardien. À bientôt!